Merci beaucoup de votre invitation. Alors effectivement, je suis avocat au barreau de Toulon. Donc je m'appelle Séverine Dozon, hein, le nom qui est indiqué n'est pas n'est pas le bon. Je tiens à préciser en préambule que effectivement, je ne suis pas à l'origine et je n'ai pas participé à cette déclaration européenne du droit de l'animal, en ce sens que effectivement, il y a la liste des personnes qui ont participé, les professeurs Marguenot et Leroy, bien évidemment, et le maître de conférence, Monsieur Le Borgne, mais pas seulement, il y en a beaucoup d'autres. Donc, j'avais été conviée à la faculté lors de la proclamation de cette déclaration vendredi. J'ai eu l'honneur de lire effectivement le préambule. C'est un texte très important. Alors, pour répondre à votre question, moi qui suis professionnelle du droit, je pratique en grande majorité le droit pénal et le droit pénal des animaux. Et je suis également chargée d'enseignement à la faculté de droit de Toulon en procédure pénale. Voilà. Donc, à ce titre, ce texte me semble fondamental et très important. Même si, et ça a été dit longuement vendredi dernier à la faculté de droit de Toulon, ce texte n'a pas pour l'instant de valeur juridique. Débat, mais finalement, il est aussi dans cette déclaration européenne des droits de l'animal, les animaux d'élevage, les animaux qui ont vocation, enfin en tout cas, qui sont élevés, qui naissent et qui meurent uniquement pour nourrir l'homme, de même que la pêche est intensive, on n'en parle pas souvent, mais c'est une grosse problématique également. Voilà, donc ce préambule-là, il a vocation à poser vraiment les bases de cette hiérarchie qui, à mon sens, aujourd'hui, doit être remaniée et surtout doit être repensée. D'accord, d'accord. Euh, Nous, on a trouvé que le considérant, il y a un considérant que je vais vous lire, considérant que la méconnaissance ou le mépris des intérêts des animaux et des droits qui en découlent ont conduit à banaliser tant les violences. Je pense que c'est très, très bien ciblé, je crois que ce considérant, euh, effectivement, a une exploitation abusive. Parce qu'il y a non seulement l'exploitation pour la consommation de viande, mais il y a même une consommation, on va dire, pour les laboratoires d'analyse médicale. Donc, cette recherche médicale, tant sur les petits singes, on va dire, puisque ça existe encore près de Strasbourg, et tant sur les chiens aussi, les beagles, et puis ça peut s'étendre à d'autres animaux, mais ce sont ceux qui sont proches de nous. Donc, effectivement, on peut vraiment parler, vous avez raison, d'une exploitation abusive. Est-ce que vous avez un autre article, si on peut dire un autre considérant ou un autre constatant qui vous a marqué dans sur Alors, votre parcours d'avocate? alors effectivement, ce constatant-là et ce considérant-là, il est fondamental. J'y reviens deux petites secondes. Lorsque j'ai passé, je suis diplômée en droit des animaux. Et dans le cadre de la reprise de mes études, j'ai fait mon mémoire sur la marchandisation de l'animal et notamment sur l'exploitation de l'animal par l'homme, que ce soit sur la pêche ou que ce soit, comme vous l'avez indiqué, pour la recherche médicale, alors avec toutes les parenthèses que je peux mettre là-dessus, et bien évidemment sur les animaux d'élevage. C'est pour ça que cette déclaration européenne, elle est très importante parce qu'elle couvre, en tout cas, elle aurait vocation à couvrir l'intégralité des abus et de la position dominante de l'homme sur les animaux à tout point de vue. C'est-à-dire qu'on sort non seulement bien évidemment de l'animal domestique, du chien, du chat, mais également des animaux exploités tels que les animaux de cirque par exemple, ou encore, vous l'avez indiqué, la recherche médicale et les expérimentations qui ont encore cours malheureusement sur les animaux aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est vraiment, ça touche à toute la grande famille des animaux, quel que soit leur modèle d'exploitation, malheureusement, par l'homme. Donc c'est vraiment un texte qui est très important et nous espérons vraiment que le législateur s'en empare et s'en serve pour légiférer et surtout pour faire évoluer, bien évidemment, le statut de l'animal. Hein, vous le savez, la personnalité juridique de l'animal, c'est un grand débat depuis longtemps qui est régulièrement porté par des professeurs éminents comme les professeurs Leroy ou Marguenot, ou comme Monsieur Le Borgne à la faculté de droit de Toulon, qui cherchent vraiment à faire avancer ce statut. Pourquoi? Parce que concrètement, cela se traduirait par une vraie différence. Et moi, en tant qu'avocat qui intervient souvent et malheureusement trop souvent pour de la maltraitance animale, que ce soit pour des associations ou dans d'autres cas de figure, eh bien, si l'animal avait une forme de personnalité juridique, nous pourrions, nous, avocats,
cas, dans les tribunaux, bien évidemment, nous en saisir et pouvoir obtenir éventuellement des condamnations plus fermes. Alors, vous parlez de la personnalité juridique, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Pourquoi pourrions-nous obtenir des peines plus fortes? Déjà maintenant, actuellement, on peut obtenir 3 ans d'emprisonnement, ce qui a, je crois, n'a peut-être pas encore été prononcé, ou peut-être une fois ou deux. Ce qui, la plupart du temps, c'est bien souvent, c'est 6 mois, et s'il y a encore 6 mois avec sursis, quoi. Pourquoi la personnalité juridique permettrait-elle d'aller plus loin? Je ne comprends pas quelle est cette limite ou cette ouverture que pourrait donner cette personnalité juridique. La personnalité juridique de l'animal permettrait, alors quand je dis personnalité juridique, c'est un vaste débat bien trop long pour qu'il soit entièrement vu ce soir, mais en tout état de cause, la personnalité juridique de l'animal, ou en tout cas une certaine forme de personnalité juridique de l'animal, c'est très bien dit également dans la Déclaration européenne, hein, n'a pas vocation bien évidemment à forcément se calquer sur celle dont dispose l'être humain pour des tas de considérations éthiques et juridiques, mais en revanche permettrait de pouvoir allouer, alors c'est déjà le cas, mais j'y reviendrai, allouer notamment, par exemple, des dommages et intérêts directement dans un cas de maltraitance, par exemple, à l'animal. Alors aujourd'hui, on a deux décisions qui sont très importantes. Une qui date de janvier 2024, tribunal correctionnel de Limoges, me semble-t-il, qui a octroyé symboliquement des dommages et intérêts suite au décès d'un animal causé par de la maltraitance. Alors, bien évidemment, ça reste encore un cas d'école, malheureusement. C'est une association qui a récupéré cette somme symbolique. Mais c'est très important car au-delà du symbole, la personnalité juridique, si elle était octroyée, permettrait vraiment de considérer l'animal comme un être à part entière, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il est encore dans un statut hybride, mais est encore dans un statut associé à un bien, même si le Code civil, depuis l'article 715, estime et dispose de ce que l'animal est un être doué de sensibilité, donc c'est un gros pas en avant. Mais pour autant, cette personnalité juridique, effectivement, fait toujours débat. Mais si elle était octroyée un jour à l'animal, avec toutes les subtilités et les adaptations qu'il faudrait faire, comme cela est indiqué dans la Déclaration européenne, permettrait une avancée considérable dans les droits, pour les droits des animaux. J'ai bien entendu vous parler de dommages et intérêts, mais actuellement, déjà, la législation permet d'obtenir des dommages et intérêts. Oui, mais la grosse différence, c'est que, étant donné que l'animal n'est pas doté donc, d'une personnalité juridique, c'est-à-dire n'est pas un être juridique à part entière, les dommages et intérêts ne peuvent pas lui être octroyés. Alors, bien évidemment, vous me direz, c'est un animal, comment peut-on octroyer à un animal des dommages et intérêts? Mais là encore, c'est la symbolique même de la décision dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une première en l'espèce, c'est-à-dire que un animal s'est vu attribuer une somme en dédommagement de son préjudice. Et c'est ça qui est très important, parce que si vous voulez, juridiquement, ça change beaucoup de choses. D'accord. C'est une nuance pour l'instant qu'on a du mal à apprécier, nous. Vous, c'est en audience, c'est important qu'effectivement que la personnalité juridique arrive. Ça serait plus facile à défendre ou est-ce que les peines seraient plus aggravées? Et on ne Alors, voit pas comment ça se présenterait en fait. en fait, si vous voulez, la grosse différence, euh, ce serait que l'indemnisation et la réparation du préjudice seraient directement vouées à réparer le préjudice causé à l'animal en tant qu'animal, et non pas, à l'heure actuelle, l'association qui va défendre et représenter les intérêts de l'animal. Ah, d'accord. On Il n'y comprend aurait mieux. pas ce filtre, entre guillemets, enfin, ce paravent, si je puis dire, qui fait que l'animal en tant qu'animal n'est pas reconnu dans sa souffrance. Oui, Puisque d'accord. n'ayant pas de personnalité juridique, on ne peut pas partir du principe il est un sujet de droit, ou en tout cas, il est un sujet, alors avec tout ce que ça peut avoir comme débat là encore, hein, par rapport à un sujet de droit humain, mais en tout état de cause, il serait un sujet de droit non humain, mais un sujet de droit quand même. D'accord. Ce qui veut dire que l'argent qu'il obtiendrait, que l'animal obtiendrait,
ça ressemble un petit peu à ce que quand les fleuves eux-mêmes ont la protection juridique, ont acquis la personnalité juridique, l'argent de ces indemnités retournerait au fleuve dans des aménagements pour ce fleuve ou dans cette protection pour ce fleuve. C'est un peu ça le principe. Tout à fait. Vous savez que à l'heure actuelle, nous avons une branche, puisque le droit pénal, c'est vraiment comme un arbre avec des branches. Nous avons un droit pénal dit émergent, qui est donc le droit de l'environnement, hein, puisque ça a été dans un premier temps ce droit-là, avec les catastrophes notamment pétrolières, qui a conduit à cette création de ce droit pénal émergent. Et le droit pénal des animaux est un autre droit pénal émergent. Donc ça, c'est vrai que c'est une discussion. Cette année, à la faculté de droit de Toulon, dans laquelle j'enseigne, je suis chargée de t'aider en procédure pénale. Nous avons cette discussion avec Madame Bouchard, qui est maître de conférence justement et qui est à l'origine de ce nouveau master, notamment avec le module, si je puis dire, procédure pénale. Et nous discutons beaucoup, hein. Elle est très sensibilisée également envers le droit des animaux avec Monsieur Le Borgne, bien évidemment, qui a fait sa thèse là-dessus, sur le droit pénal animalier. Et c'est vrai que ce droit pénal émergent, le droit pénal des animaux pourrait être à l'avenir une branche à développer. Moi, je sais que j'ai mes étudiants de M1 qui sont très très intéressés par le droit pénal des animaux et qui d'ailleurs m'ont demandé, enfin sont venus en stage au cabinet un mois. J'ai pu leur montrer en quoi ça consistait vraiment, dans les tribunaux notamment, mais pas que. Et c'est vrai que c'est un droit qui intéresse beaucoup les étudiants. Et alors, vous avez parlé effectivement des mauvais traitements. Est-ce qu'on peut parler de, des fermes aquacoles? Est-ce On qu'on peut peut attaquer pas. les fermes aquacoles sur le fait de mauvais traitements, puisqu'en fait, on sait que dans ces fermes, on met des alevins qui vont ensuite tourner pendant 3 ans jusqu'au moment où ils vont être ramassés par une poêle à frire et pour aller se voir consommer par n'importe quel consommateur. Donc, est-ce une vie pour un poisson? Est-ce qu'on peut défendre actuellement aujourd'hui les poissons? On peut défendre les cétacés, mais est-ce qu'on arrive à défendre les cétacés euh, et de dire qu'effectivement, ils sont pas, ce sont aussi des animaux sensibles et qu'ils n'ont pas à être maltraités, comme ça, privés de liberté d'aller et venir? Est-ce que vous arrivez actuellement à défendre les poissons ou est-ce que vous arriverez mieux à les défendre avec cette déclaration? Alors, pour vous répondre, lorsque j'ai le mémoire dont je vous parlais tout à l'heure, je l'ai donc fait sur la marchandisation de l'animal et plus précisément sur la pêche et donc sur les poissons. Donc c'est vrai que j'ai découvert à l'occasion de ce travail vraiment des choses épouvantables, notamment au niveau du traitement qui est fait par rapport à la sensibilité et à la recherche de la, comment dirais-je, de la souffrance endurée par les poissons. Alors, c'est aussi incroyable que ça puisse paraître, il y a très peu d'études sur ce point-là. Il y en a notamment qui ont été effectuées et qui ont déterminé de façon nette et claire que le poisson était un animal dit sentient. Donc sentient, c'est-à-dire qui ressent de la souffrance. Donc c'est un animal qui effectivement souffre. Alors nous, en tant qu'êtres humains, on a tendance à un petit peu minimiser la souffrance des poissons et voire à ne pas du tout en faire cas parce que c'est un animal qui effectivement ne crie pas. Il y a une expression de la souffrance qui n'est pas forcément audible ou en tout cas qu'on ne veut pas entendre. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de un point très intéressant. Alors ça englobe bien évidemment les animaux d'élevage, quels qu'ils soient, que ce soit pour leur viande ou autre, mais le cas des poissons en général est un cas très intéressant dont j'ai eu à connaître dans le cadre de ce mémoire. Et je me suis rendu compte à quel point il y avait des manquements par rapport à ça. Il y a la prise en considération de la souffrance du poisson. Ok. Alors on parle poisson, mais en même temps, on sait, on parle céphalopode, on parle de beaucoup de choses, quoi, hein, Bien sûr, dans c'est le milieu tellement marin. vaste, bien sûr. Et est-ce que vous pensez pouvoir faire une intervention à l'UNOC, l'UNOC 3? L'UNOC, c'est le congrès qui va se tenir à Nice au mois de juin pour la défense des océans. Donc, Ah oui, avec une centaine de chefs d'État. C'est un congrès qui va être managé par l'IFREMER et le CNRS. Donc, nous, personnellement, en tant qu'ADA,
en tant que ville côtière comme Nice, comme Toulon, on a des choses à dire sur la préservation du milieu maritime. Euh, Nous, on a le problème de la poutine. Est-ce que vous connaissez ce problème? Oui, C'est ça la me... pêche aux alevins. Oui, voilà, d'accord. Oui, oui. Vous devez pas la voir. C'est une dérogation qui s'étend aux Alpes-Maritimes et au littoral ligure en Italie. Je ne sais pas si ça va jusqu'à Toulon. Vous Ça ne me regarderez parle Poutine, pas, mais il faudrait que je vérifie. Oui, oui. regarderez. Donc, on va dire quelque chose là-dessus. Et sur les aires marines protégées, est-ce que vous Oui. avez déjà euh, fait une réflexion sur quelle sorte d'aire marine protégée on pourrait faire, puisqu'il est question d'en faire une à Nice, donc une aire Mhm. marine protégée devant une ville côtière. Est-ce qu'on pourrait faire une aire marine protégée devant Toulon? Est-ce que vous avez quelque chose ou est-ce qu'il faut aller aux îles d'Hyères pour trouver une aire marine protégée? Est-ce que sur Toulon, vous auriez quelque chose à faire là-bas dans ce sens? Alors là encore, hein, ça faisait partie du sujet de mon mémoire. Effectivement, les aires marines protégées, notamment à l'initiative de Cousteau, hein, ça on le sait, il y en a eu, le début a été fait en grande partie grâce à lui. Mais alors oui, sur Toulon, que je sache, en termes d'aires marines protégées, je pense qu'il faut aller jusqu'à Port-Cros pour la trouver, trouver la première. À ma connaissance, je ne crois pas qu'il y en ait plus près du rivage toulonnais en tout cas. Je pense que c'est sûrement dû au fait que nous sommes un port militaire et que ça doit être très compliqué d'avoir une zone protégée plus proche que celle qu'il n'existe déjà. Mais ça doit être un sujet de réflexion parce que c'est vrai que là, avec le surtourisme à l'heure actuelle, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on va faire des zones protégées. Ça devrait être, je pense, quelque chose à étudier. Est-ce que vous pensez que le traitement des eaux qui sont rejetées en mer, nos eaux usées, est-ce que cela fait partie de la maltraitance pour les animaux, puisqu'ils vont respirer cette eau, ils vont la respirer, ils vont s'en nourrir et s'en respirer? Est-ce qu'on peut parler de maltraitance pour les... Bien sûr. Bien sûr, c'est une forme de maltraitance qui n'est peut-être pas une maltraitance directe comme on l'entend enfin, habituellement, c'est-à-dire malheureusement une maltraitance qui va être dite active. Pour autant, c'est une maltraitance qui effectivement, par ricochet, est une maltraitance puisque lorsque nous avons pu voir dans l'actualité notamment les boues rouges à Cassis, je pense à ça parce que c'est vrai que ça a été un gros dossier. Bien évidemment qu'au-delà du désastre écologique, il y a aussi, bien évidemment, un impact sur les animaux, ça c'est sûr. Les fonds marins et les animaux. D'accord? Oui, c'est pour ça que donc aux Indes, ils ont protégé les fleuves avec le contenu, oui, bonjour, avec le contenu flore, faune. Il y a la flore aussi. Bien sûr. Moi, Dans le j'ai fort. eu l'occasion de revenir, j'ai eu l'occasion de revenir des Indes récemment et donc d'être près de la Yanuma. C'est donc ce fleuve qui a eu le statut juridique de personnalité juridique. Et ça fait que n'importe qui peut se porter en quelque sorte partie civile au nom du fleuve. Alors, ça a permis de mettre quand même un frein disons, l'immobilier délirant qu'il y a aux Indes. C'est un pays qui est en permanence en construction. Bon, il faut dire aussi qu'il y a quand même 1,5 milliard d'habitants, donc il faut bien les caser quelque part. Alors, ta question, si tu en as une. Ah, non, c'était plus un commentaire qu'une question. Mais en fait, on se rend compte, c'est très intéressant parce que on se rend compte à quel point dans les pays où le lien a été préservé entre l'homme et la nature, en tout cas dans des pays où il y a encore beaucoup d'interactions entre l'homme et la nature, bien évidemment, la protection va souvent avec. À contrario, dans les pays où en tout cas les mentalités où l'homme est plus déconnecté de son milieu naturel, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de protection efficiente envers les animaux. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Alors là, on sort un petit peu de notre thème. Qu'est-ce que vous pensez du common law? Est-ce que les anglo-saxons se sont déjà appropriés
la personnalité juridique ou pas du tout? Alors, Puisque on voit la défense des fleuves, c'est plus l'Australie, les Indes, c'est plus le domaine anglo-saxon. Est-ce que les anglo-saxons sont plus avancés que nous dans cette recherche de la personnalité juridique et de la défense juridique de l'animal? Alors, pas que je sache. En revanche, ce que je sais, c'est que lorsque l'Angleterre et la Grande-Bretagne étaient encore européennes, hein, dans l'Europe, il y avait beaucoup de projets sur la personnalité juridique à laquelle, bien évidemment, était associée la Grande-Bretagne. Depuis qu'ils n'en font plus partie, je n'ai pas eu connaissance, en tout cas, de décisions juridiques importantes ou en tout cas d'avancées importantes qui les mettraient plus avancé que nous, en tout cas, sur la personnalité juridique de l'animal. Je pense que, contrairement à ce qu'on pense, il y a quand même une réflexion en France et bien évidemment en Europe, et cette déclaration européenne des droits de l'animal le démontre, un vrai besoin et un vrai désir d'avancer juridiquement sur le statut de l'animal. Il y a vraiment quelque chose qui fait consensus. Alors, les professeurs Leroy et Marguenot nous expliquaient lors de la déclaration ils avaient présenté le texte au Sénat et qu'ils avaient réussi à obtenir audience auprès du Conseil de l'Europe pour porter le texte et pour le faire comprendre et en tout cas le faire connaître au niveau européen, puisque bien évidemment c'est sa vocation. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose en ce moment qui bouge, une mentalité, une évolution des mentalités, une évolution de la société sur le bien-être animal. C'est pas pour rien qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui ne mangent plus de viande, par exemple, hein. Alors, il ne suffit pas, bien évidemment, de ne plus manger de viande, mais c'est pour dire qu'il y a quand même une évolution des mentalités dans notre société. Et souvent, le législateur bouge et la loi évolue lorsque ça vient vraiment eh bien, de la base et de la cité. On a souvent remarqué, nous, juristes, ce type de mouvement-là, cette lame de fond qui remonte jusqu'aux politiques et jusqu'aux législateurs pour faire bouger les choses. Très bien. Nous ici, on n'a pas de questions, plus de questions particulières à vous poser. Je crois qu'on peut simplement vous remercier d'être Merci. venu nous voir Merci beaucoup. et Oui, de oui, nous donner merci. votre sentiment en tant qu'avocate pour la défense de ces animaux. Et puis en espérant que Bruxelles va recevoir cette déclaration dans de bonnes conditions. Mais là aussi, on a vu qu'il y a un commissaire européen pour la viande, pour le bien-être animalier, un commissaire pour la pêche. C'est assez divisé encore tout ça, hein, l'agriculture, le bien-être, la pêche. Donc il y a l'environnement. Donc j'ai vu qu'à peu près il y avait 5 ou 6 commissaires européens qui pouvaient intervenir sur le secteur de l'animal. C'est vrai que ce serait bien à moyen terme de décloisonner et de faire un travail vraiment d'équipe et de fond qui finalement prendrait en considération tous les aspects et tous les pans et surtout tous les animaux. Pas seulement effectivement dans son couloir chacun l'animal d'élevage ou l'animal domestique ou l'animal de cirque par exemple, mais les animaux dans leur intégralité. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, dans la déclaration, vous l'avez vu, on parle de personnalité juridique pour une personnalité juridique pour un être qui est un être non humain, mais qui est un être doué de sensibilité. Très bien, merci beaucoup. Et puis, affaire à suivre, on va dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci de votre invitation.